je pense que c'est la première année que je fais vraiment un top sur une année. Ouais. Et je trouve ça hyper dur à faire. C'est dur. Salut à tous, salut Maureen, comment ça va ? Eh ben, ça va très très bien. On est dans cette version YouTube du top 10 2023 avec quelques flops au milieu, on va vous expliquer ça. Bienvenue dans Cinémap, Maureen et Paul. Et ben tout simplement, on va vous faire notre top. Et sachez que cette émission, elle existe sur Twitch et elle existe aussi sur toutes les plateformes de podcast. Mais là, vous êtes dans la version best-of. Est-ce que c'était clair, Maureen ? C'est tout à fait clair. Dans cette émission, très simplement, on va faire notre top 2023 de tout ce qui est sorti entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Maureen et moi, on va chacun dire note 10, note 9, note 8, etc. Et au milieu, quand on arrivera à 5, il y aura du 100 puisqu'on va énoncer 2 flops chacun. Ouais. Non mais Paul, il est parti sur une autre sphère pour faire son top. Je vais pas On vous est le sur montrer à un la caméra diagramme parce qu'il y en a qui vont se spoiler. Mais avec en abscisse et en ordonnée. Non, mais j'ai fait un tableau avec des chiffres et j'ai calculé la médiane et la moyenne de mes notes. Bon, c'est très simple à faire sur Excel, mais c'est trop voilà. bien de faire ça en vrai. Bah oui, moi tu je me vois. suis éclaté à faire Mais oui. ça. Maureen, ce qui devait arriver arrive évidemment le seule fois où on recorde une vidéo YouTube. Heureusement, ce passage n'y sera pas. J'ai renversé mon verre sur l'entièreté de mes notes. Donc, est-ce que tu peux animer quelques secondes ? Mais non. Je rattrape les dégâts. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas dans la version Bah YouTube. si ça le sera, faut quand même le dire. Ah non, je viens de voir là, j'avais pas du tout capté cette scène. Alors, on vient de ruiner le tableau Excel de Paul. Maureen, quel est ton Est-ce que numéro tu veux que je commence ? 10. Moi, j'ai commencé par en 10e position par Le Procès Goldman, qui est un film français de Cédric Kahn, qui a été un petit peu controversé pour plein d'éléments parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc de Pierre Goldman, le frère de Jean-Jacques. Ah oui, c'est Encore un vraiment lui, matin, j'allais tout faire ça, une tout vanne, ça, mais machin. Non, c'est vraiment lui. Okay. Qui était un militant, on va dire, de plutôt extrême gauche dans les années 70. Merci le trailer. Et très connu parce que il faisait partie aussi de les intellectuels de gauche, tu vois. Et en fait, Okay. il a été accusé d'un braquage d'une pharmacie dans les années 70. Okay. Et donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est quasiment en temps réel, parce qu'on suit... il y a très peu d'ellipses, en fait, hormis quelques moments où tu le vois dans sa cellule, machin, etc. Sinon, c'est quasiment tout en temps réel, le procès en question. Donc, c'est un film de procès à fond. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, tu vois tout ce qu'implique la justice, et c'est surtout, ça amène des sujets qui sont un peu de l'ordre l'éthique judiciaire, tu vois. C'est genre, est-ce que tu prends en compte, déjà d'une part, il y a toute la question du fait que Goldman, il était juif, tu vois, et que on est quand même dans une France qui à l'époque est assez est pas très sympathisante vers les juifs, tu vois. Et du coup, il y a cette question-là. Il y a aussi la question de, il n'y a pas exactement, on va dire, de preuves tangibles à sa culpabilité. Et il y a aussi la question de la morale, c'est-à-dire que lui, il rentre pas dans les rangs, tu vois, il rentre pas dans ce qu'on peut considérer, c'est un gars qui a été impliqué dans la révolution cubaine, etc. Donc il rentre pas, il fait partie un peu de la radicalité politique qui visiblement plaît pas beaucoup à la justice, mais en même temps, le film te dit qu'il mérite d'être jugé à même titre que n'importe quel citoyen, tu vois. Donc il y a toutes ces questions-là qui sont soulevées. Il n'y a pas de musique. C'est un film il y a aucun décorum, tu vois, c'est très brut. Alors l'image, elle est sublime. Par contre, ça c'est vraiment, on dirait que ça pourrait être les années 70. Pour moi, le top 10 de mon année 2023, c'est The Killer de David Fincher. Pour faire très simple, c'est un film qui est sorti en VOD directement sur la plateforme Netflix. C'est le dernier David Fincher. Il en avait pas sorti au cinéma depuis un petit moment parce que l'avant-dernier Manque est aussi sorti sur les plateformes, si je dis pas de bêtises. Exactement, sur Netflix aussi. Sur Netflix aussi. Donc le réalisateur de Seven, Fight Club, Gone Girl, mais aussi tellement d'autres films. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez voir notre épisode, allez écouter notre épisode spécial David Fincher. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je pense que The Killer est un des moins bons Fincher que j'ai vu. Donc il est dans ce top, il est 10e, mais à l'échelle de David Fincher, c'est pas du tout un de mes préférés. Honnêtement, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Voilà, je voulais juste préciser ça. Très rapidement, c'est l'adaptation d'une BD, c'est un tueur à gages, c'est le quotidien presque routinier, presque comme s'il allait au boulot d'un tueur à gages qui est joué par, évidemment, je trouve plus le nom, Michael Fassbinder. Ouais. Et c'est une espèce de chasse, pas une chasse à l'homme, mais une espèce de vengeance orchestrée par ce gars-là qui est hyper méthodique
et qui va aux quatre coins de la planète orchestrer sa vengeance, entre guillemets, je peux dire ça comme ça. Exactement, ouais. C'est très méthodique, c'est très bizarre, il y a des moments sans musique, il y a des moments où avec une voix du narrateur, mais on sait pas trop s'il se parle à lui-même, et c'est ce qu'il dit, c'est la réalité ou sa vision de la réalité. C'est un film qui a l'air un peu débilos, enfin pas débilos, mais il y a un côté action. Avec un pitch simple, ouais. Ouais, c'est simple, c'est très action, c'est même un des plus actions que j'ai vu de sa part. C'est-à-dire que c'est vraiment un enchaînement de scènes d'action et de scènes d'observation. C'est moins bourrin qu'un Jason Bourne, mais il y a notamment une scène, et ça je l'ai mis dans les points forts, il y a une scène d'action qui est extrêmement bien réalisée. Je dirais que le film est plus profond qu'il en a l'air, honnêtement, parce qu'il y a aussi des questionnements sur des sujets de société, genre l'aliénation au travail. Et finalement, pour un film sorti sur une plateforme de VOD, un Fincher, c'est complètement honnête. Puis si tu le prends dans le genre dans lequel il s'inscrit, c'est-à-dire l'action, ça reste quand même un bon film d'action. Peux-tu nous énoncer Et oui. ton numéro 9? Alors moi, je pars du côté de la comédie. J'ai mis Le Livre des Solutions de Michel Gondry. Alors je sais que c'est un film, tu vois, comme The Killer, c'est un film qui a été un peu considéré comme un sous-Gondry, ce qui est terrible à dire. Alors il a été aussi critiqué parce que c'est semi-autobiographique, c'est-à-dire ça raconte l'histoire d'un réalisateur qui arrive auprès de ses producteurs, là comme on le voit dans la bande-annonce. Il est dans un bureau avec les producteurs, il a déroché le film auprès d'eux, et eux ils disent bah ça va pas du tout, on comprend rien à ton film, faut tout remonter, faut tout refaire, voilà. En gros ils essayent de tout changer à son film alors que lui il estime l'avoir filmé comme il le souhaitait. Et donc sur un coup de tête il décide, il se dit bah ok non mais c'est mon film, donc je prends tout. Donc techniquement il vole tout puisque vu que voilà il est financé, le film lui appartient pas complètement. Donc il décide de tout emmener, son PC, tous les rushs etc. à la campagne chez sa tante. Et de finir son film là-bas. Sauf que en fait, ce qu'on se rend compte au fur et à mesure du film, c'est que il arrive pas à le finir son film. Genre c'est terrible pour lui, mais il refuse de regarder le montage final pour apporter les dernières modifications parce que il a peur de se confronter à son œuvre. Ok, c'est intéressant comme sujet. Et Pierre Niney est hyper juste dans la comédie. En fait, je trouve que le film il est extrêmement juste. Moi, j'ai vraiment ri premier degré, tu vois, genre pas juste le petit, genre vraiment rigoler, tu vois, en salle. Ok. Et c'est surtout que tu te rends compte que au-delà de ce qui peut paraître être un caprice de réalisateur qui s'en va, qui veut pas affronter ses financeurs, machin, etc. En fait, derrière, il y a une détresse psychologique réelle. C'est-à-dire que Michel Gondry, il a découvert sur le plateau de L'écume des jours, l'adaptation de Boris Vian, que en fait il était maniaco-dépressif, enfin bipolaire. Mais du coup il était totalement en détresse parce que c'est une maladie et qu'il faut trouver un traitement adapté. Et ça l'a fait complètement partir en vrille et tout. Et donc là le film il a un aspect, c'est une vraie comédie dramatique dans le sens où le film est hyper drôle, hyper inventif, tu vois, on voit des trucs là, on voit des bouts où il invente toujours plein de choses, Michel Gondry, mais en même temps il y a une partie dramatique où tu te dis ouais, ça a pas l'air... Enfin, tu vois, ça a beau être un génie dans plein d'aspects. Il a toujours 10 000 idées à l'heure. Mais par contre, il est pas très heureux, quoi, foncièrement. Donc, il y a tout un truc, c'est une partition autour de ça, tu vois. Tu passes entre le rire, t'as des moments où t'es ému, et t'as évidemment une quête qui est celle de finir son film, quoi. Eh ben, c'est noté. Donc, c'était le top 9, le livre des solutions. Ouais. Pour Maureen, on passe à mon top 9 également. Mon top 9, c'est Oppenheimer, qui est un film que je n'ai que partiellement aimé. C'est pour ça qu'il n'est que 9ème, mais je trouve quand même qu'il a des qualités graphiques déjà. Je le trouve très beau, très belle photo, très belle reconstitution historique. J'ai envie de dire, pour un Christopher Nolan qui sort en 2023 et qui a rapporté autant de sous, ça n'étonne personne. Oui. Maintenant, ça fait pas tout. Je trouve que Cillian Murphy joue extrêmement bien. Pour le coup, ça, je pense que personne ne va dire l'inverse. Je trouve qu'il a un point de vue intéressant, mais qui va pas au bout de son point de vue. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le film, pendant les 2/3, il se fiche un petit peu des conséquences de ce qu'il fait, et que sur la fin, il revient en arrière en disant « Ouais, quand même, c'est un peu traumatisant ce que je fais. » Donc, en fait, en termes d'objet filmique, je le trouve pas si bien que ça. Par contre, je trouve que techniquement et dans la proposition du truc grand spectacle avec la fameuse explosion, avec toute la reconstitution
du camp où ils préparent la bombe, hein, je vais étonner personne, avec les différents savants qu'on revoit, avec Cillian Murphy qui joue donc Oppenheimer, avec Einstein qu'on voit sur certains plans, etc. Je trouve que ça quand même c'est un super spectacle, et que moi qui n'aime pas trop Nolan d'habitude, et qui le trouve un peu chic et choc comme dirait mon père, et je trouve que là ça va. Il y a des petites fulgurances à un moment quand on voit des particules et des trucs un peu graphiques, mais bon ça va, c'est bien dosé et tout. Je trouve que ce film il est bien, il est important, le sujet il faut aller le voir. Après honnêtement je le mets pas du tout dans le top des films de cette année, il n'est que 9ème à mes yeux, et notamment je le trouve trop long, mal découpé sur la dernière partie du film que je trouve beaucoup trop longue et mal amenée, et je trouve que il se positionne pas assez sur son propos moral et sur les conséquences du truc, et on comprend pas trop la psychologie du personnage des fois, mais n'empêche que bon c'est un grand spectacle et qu'honnêtement ils se sont pas moqués de nous, et pour ça je le mets 9ème. Voilà. Est-ce que Maureen, tu es prête à passer à ton top 8? Mais oui, bien sûr. C'est parti. Le top 8 est très récent. Enfin, mon 8ème est très récent puisque je l'ai vu la semaine dernière. Et il est sorti, je crois, le 20. Il me semble que c'était un mercredi. Enfin, bref, on s'en fiche. Et c'est Vermine. L'horreur de ce truc-là. Jamais je vais voir ça. Attention. Est-ce que je le mets vraiment pour les gens qui sont... Oui. Je m'excuse d'avance si vous êtes arachnophobe. Moi, j'aime pas les araignées. J'ai été voir le film. Fermez les yeux. D'accord. Voilà, j'ai été voir le film. Alors, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans mon... moi, c'est clairement un peu ma came. Les films d'horreur et tout, j'aime bien. Ok. Mais j'aime bien quand c'est bien fait, tu vois, quand c'est des films un peu plus poussés que juste de l'épouvante classique, qui a une autre proposition de cinéma. Épouvante classique, moi, je mets dedans La Nonne, mais tous ces trucs-là qui vont aller chercher les codes très très anciens du cinéma épouvante, grosso modo, ambiance Halloween, tu vois. Et dans une autre catégorie, je mets des choses... moi, j'aime pas ce terme-là, mais souvent, on appelle ça l'elevated horror, tu vois. Oui. Mais c'est horrible de dire ça. Genre... Parce que, sous-entendu, il y a le sous-genre et il y a le genre elevated, tu vois. Et honnêtement, moi, Vermine, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je me suis dit, ok, un film sur les araignées, invasion d'araignées, des araignées qui sont pas gentilles, nanana. Quel enfer. Et en fait, je me suis dit, est-ce que ça va me divertir tout simplement? C'est-à-dire, est-ce que déjà de une, le spectacle sera au rendez-vous, tu vois? Est-ce que ça va aussi me raconter quelque chose? Et honnêtement, oui. Enfin, franchement, je m'attendais pas à cette qualité-là parce que on le voit déjà dans la bande-annonce, il y a un vrai travail sur la lumière, tu vois, tout simplement. C'est très beau. C'est un très beau film. Il y a une bande originale qui est vraiment très bien. Donc on se doute qu'il y a un petit parallèle évidemment. Enfin tu vois, ça se passe pas n'importe où, c'est dans les cités et tout ça, et ça s'appelle Vermine. Donc moi je m'attendais à ce qu'il y ait un propos un peu politique dans ce qu'on dit des jeunes des cités. Tu vois. Ok. Il n'y a pas vraiment ça, mais n'empêche que les héros sont des jeunes de cité qui sont pour le coup absolument pas. Moi je les ai pas trouvés clichés, j'avais aussi peur de ça. C'est souvent le piège de traiter ça. Les personnages sont hyper bien écrits, ils sont très réalistes. C'est-à-dire que vraiment, les dialogues, ils parlent. C'est un phrasé qui est clairement auquel tu crois. Ok. Ils sont dans des situations globalement qui voilà, sont réalistes. Il n'y a aucun misérabilisme, tu vois. Donc déjà, aborder... Déjà réussir à faire ça, déjà, c'est compliqué des fois pour le cinéma français. Et donc là, pour la faire simple, hein, l'histoire du film, alors ça me redonne des frissons. Donc c'est un gars qui habite une cité et tout ça, et qui a une passion personnelle pour les animaux tropicaux. Ok. Et il se retrouve dans une boutique où il y a une arrière-boutique et où un mec fait un petit peu de trafic, tu vois, ils vendent des tortues, ils vendent des iguanes, et il tombe sur une araignée qui est dans une petite boîte, et il se dit oh là là, trop bien, une araignée trop stylée qui vient du désert, machin. Qui se dit ça vraiment? Qui premier degré dit une araignée trop stylée? En vrai, la passion insecte et tout, c'est un vrai délire. Oui, c'est vrai. Et évidemment, se passe ce qui se passe, l'araignée s'échappe de l'enfer. De là où il l'avait mise. Donc il se retrouve très vite dépassé par la situation parce que cette araignée n'est pas n'importe quelle araignée. Et pour faire le film, ils ont utilisé plein de skills de différentes araignées. Ils ont créé une espèce un peu mutante, tu vois. Et moi, je me suis dit, ça peut vite glisser vers le nanar. Et
pas du tout. Vraiment, c'est un film qui remplit exactement ce pourquoi tu viens le voir. C'est-à-dire, moi, franchement, je suis sortie, j'étais en sueur, j'avais trop peur. J'ai vraiment eu ce truc-là de checker partout s'il n'y a pas de trucs chelous. Vraiment, ça m'a mis mal. Et si vous pouvez aller le voir au cinéma. Parce que vraiment, c'est un film de cinéma. Ok, donc c'était Vermine, ton top 7 ? Non, c'était 8. Numéro 8 pour moi, c'est Babylone, tout simplement, de Damien Chazelle, le réalisateur qui a fait notamment La La Land et Whiplash, voilà, pour prendre les plus connus en France, même s'il a aussi fait le biopic sur Neil Armstrong. Donc Babylone, que j'ai trouvé une super reconstitution d'époque. J'ai beaucoup aimé la photo, j'ai beaucoup aimé comment c'était filmé, j'ai trouvé la bande son assez sympa, j'ai trouvé ça un peu too much des fois. J'ai trouvé que ça faisait un peu redite avec... Je trouve qu'il y avait des trucs, genre on voit qu'il a vu Once Upon a Time in Hollywood quelques années avant. Il y a, notamment dans le rôle de Brad Pitt, il y a quelques façons de montrer les choses et de montrer cette époque-là. C'est vraiment tombé en plus dans l'époque où tous les réalisateurs se sont sentis obligés de faire un peu leur film testament. Et je n'ai pas tout aimé dans ce film, mais en fait, moi j'ai beaucoup aimé la fin. La fin je suis d'accord. La fin est too much, mais la fin est vachement bien en fait. Et elle est pas too much, je trouve. Enfin, elle est comment dire, elle est grand spectacle. Elle est plus. En fait, elle donne corps au film parce que sinon, avant ça. Oui, voilà, c'est ça. Elle donne sens en fait à ce qu'il essaye de raconter. T'es d'accord avec moi que la fin, elle rehausse un peu le truc ? Ah bah bien sûr. Elle donne vraiment une lecture parce que sinon, désolé, mais il se passe pas grand chose. Hein. Oui, bah en fait, moi j'ai pas trop aimé le début. J'ai trouvé le début, notamment une scène du début très lourde. Je trouve aussi que c'est très beau. Les plans, les lumières, les mises en scène, les tournages et tout. Quand on voit des images, là, pour ceux qui ont l'image, c'est quand même très réussi. À l'échelle de mon année, je le mets top 8. Alors, le 7e, je l'ai repêché du fin fond de mon agenda Letterboxd, mais je me suis dit, ah putain, oui, c'est vrai. Et alors, totalement changement de registre. Mais c'est un film qui s'appelle Le Bleu du Cafetan. On dirait un titre d'un vieux roman, tu sais, de gare. C'est terrible. Alors ce film, je me suis dit là dans mon top 10 honnêtement, il y a à peu près la moitié des films qui m'ont fait pleurer mais pour des différentes raisons. Et je me dis quand je pleure, généralement c'est bon signe et c'est des trucs qui vont me marquer. Bonne année à tous en tout cas. Exactement. Mais des fois je peux pleurer de joie, hein, ça va arriver dans le top. Donc c'est un film d'une réalisatrice dont j'ai oublié le nom, par contre je suis trop nulle. Mais on reconnaît l'actrice du très bon Incendie. Et donc l'histoire, on se situe... Non, mais... Très bien. Non, mais en fait, je veux pas dire de bêtises. J'allais dire, je crois que j'allais dire la Tunisie, mais je ne suis pas totalement 100% sûre. Je sais que c'est le Maghreb. On comprend la zone géographique. Oh là là, mon Dieu, mais c'est bien en même temps, qu'on spoil pas. On spoil pas. Et ça raconte je ne sais plus quoi. Voilà, et si. Alors, on est avec un tailleur, donc c'est pas l'objet, mais l'homme. Oui. Un couturier qui fabrique des vêtements et précisément des cafetans qui sont des habits assez culturellement marqués, des habits traditionnels. Ça peut être aussi des robes de mariée, etc. qu'on appelle des cafetans parce que c'est un tissu spécifique avec un tissage spécifique. Et en fait, il gère ce business-là avec sa femme et il embauche un jeune apprenti. Et tu comprends au fur et à mesure qu'en fait, il est marié avec sa femme, mais que c'est pas trop les femmes qu'il aime, tu vois. Et donc, il se passe une espèce de tension avec le nouvel apprenti. Et en fait, il y a tout un truc, c'est pas un triangle amoureux, mais tu sens, sans trop spoiler, que sa femme, elle comprend un petit peu ce qui se joue. Et donc, au-delà d'être une histoire juste d'amour, en mode oh là là, tu vois, ça parle pas vraiment d'homosexualité en fait. C'est pas exactement ça. C'est qu'est-ce qui se passe si la personne que t'aimes ne peut pas vivre pleinement qui elle est et comment est-ce que tu fais parce qu'ils ont une relation qui est assez exceptionnelle avec sa femme, même si c'est pas comme elle le voudrait. Et donc, c'est tout un truc sur les relations et c'est très très délicat. En fait, tu vois, c'est très très bien fait. C'est très doux. Okay. C'est très doux. Il y a pas. Ça y va pas avec des gros sabots, c'est dangereux comme thème. Hein. Ça pourrait être chiant, ça pourrait être plein de choses. Et j'ai souvenir d'un film qui vraiment tu ressors et tu te dis c'est tellement fait avec beaucoup de bienveillance et de délicatesse et de compréhension auprès des personnages que c'est vraiment un vrai beau film. Le Bleu du Cafetan, le top 7 pour Maureen. Je vais passer à mon top 7 également qui s'appelle Simone, le voyage du siècle, qui est fait par Olivier Dahan, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Olivier Dahan qui est un réalisateur français qui a fait aussi du film de genre et qui a fait Le Petit Poucet. Moi, j'ai le souvenir qu'il avait fait un film aussi, un autre biopic avec Nicole Kidman sur Grace Kelly. Oui, c'est ça, il a fait ça tout à fait. Et La Môme.
Et quand il a même. fait La Môme quand même, il a littéralement eu un Ouais. Oscar. Hein. Je sais plus s'il a. Bon, il a C'est eu Marion l'Oscar du meilleur Cotillard film. qui l'a eu, mais peut-être qu'il a eu un Oscar lui aussi. Donc Olivier Dahan qui a fait donc Simone Voyage du siècle, qui est en fait littéralement le biopic de Simone Veil. Donc Simone est un film historique assez classique, très sobre, qui donc raconte la vie d'une femme qui est avant tout qui a été déportée pendant la guerre. Donc il y a une histoire très très sombre, qui a été femme politique, qui a combattu pour les droits des femmes à disposer de leur corps et d'avoir le droit à l'IVG notamment. J'ai trouvé ça très très bien retranscrit, très juste, très bien joué. Il y a plusieurs actrices qui jouent Simone Veil parce qu'il y a plusieurs moments de sa vie, et Elsa Zilberstein est excellente effectivement. Donc l'incarnation même à toutes les époques, hein, même quand elle est jouée enfant et tout, c'est très bien fait. Il y a tout le propos historique sous-jacent qui est très bien fait, notamment les scènes où elle est en camp de travail, voire pire. Et c'est très dur, mais c'est très très bien fait. J'ai rarement vu des films où c'était aussi bien retranscrit. J'ai pas envie de trop vous en dire parce que elle a une vie incroyable, mais il y a aussi des trucs qu'on découvre dans le film. Mais en tout cas, vraiment, ne serait-ce que pour votre entre guillemets, avec des grosses guillemets, je dis pas ça en mode pédant, mais pour votre culture générale, plutôt au sens de les combats qu'elle a fait et l'importance dans notre société actuelle en France, et c'est super cool à voir. C'est un film qui se regarde bien, 1h30, 2h, d'une traite, avec un propos, il n'y a pas de sens caché ni rien, mais il est émouvant, il est fort et il parle de sujets importants. Voilà. On passe au numéro 6. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors moi, mon numéro 6, c'est Yannick. Ah, Et je pense qu'il est dans ton top aussi. je ne vous Mais spoil c'est pas grave. Je vous spoil pas. Mais du coup, Yannick, je l'ai vu en salle aussi. Et honnêtement, moi, Dupieux, je trouve ça cool. Mais je suis pas non plus comme une dingue comme toi. Alors moi, Dupieux, les films, hein, pas l'homme. Hein. Oui, Je bien sûr. précise. Oui, non, mais le cinéma de Dupieux, qui est quand même très particulier, ça, on peut pas lui enlever. C'est vraiment un gars qui a une carrière qui lui est très personnelle. Et donc Yannick, c'est probablement c'est son film le plus populaire, je crois, à ce jour. Je crois qu'il a dépassé Incroyable mais vrai. Oui, c'est bien possible. Et alors, grosse surprise, moi j'y suis allée en me disant oh bah tiens donc, j'ai bien envie de me marrer. Moi j'avais vu, j'aurais pu mettre Chien de la casse à cette position parce que je peux pas m'empêcher de la rapprocher puisqu'il y a quand même Raphaël Quenard dedans. C'est définitivement son année à ce gars. Oui, on l'a vu partout dans le cinéma français. On l'a vu partout et voilà. Et à chaque fois qu'il est dans un film, clairement, il est central. Hein. Enfin, il prend le... honnêtement, quand tu verras Chien de la casse, dans Yannick, c'est pareil. Il est quand même... c'est lui, Yannick. Hein. Oui, clairement. Et il prend un peu le ton, il prend un peu le lead du truc. Je trouve que c'est quand même un acteur assez important. Et donc, je m'attendais à franchement me marrer, être dans l'absurde le plus total à la Dupieux. Et déjà, il y a une partie de ça. Parce qu'on le rappelle quand même, le pitch, c'est un gars qui décide, qui arrête... Il se lève comme ça, il est devant une pièce de théâtre, il se lève et il dit en fait clairement c'est de la merde ce que vous faites. Voilà. Genre je me suis déplacée, je suis venue, je me suis bien fait chier, j'ai pris les transports, là en fait vous me faites chier. Et petit à petit en fait il arrête littéralement le spectacle et au fur et à mesure s'engage un dialogue entre lui et ceux qui sont censés le divertir. Donc c'est clairement un huis clos, hein. Tout se passe dans le théâtre. C'est un film hyper efficace, 1h07, qui pour le coup est totalement honnête dans sa proposition, c'est-à-dire 1h07, ça fait le boulot. C'est la durée du récit, c'est bien mené, c'est bien ficelé, c'est bien carré. Et ça repose essentiellement, non pas dans la mise en scène et tout, mais dans la performance des acteurs quand même, qui est assez incroyable. Blanche Gardin, trop drôle. Pio Marmaille, hyper bon. Ouais. Et surtout, moi je m'attendais à me marrer, mais en fait je suis ressortie avec quand même un petit... Il y a un fond. Il y a un fond quand même qui est très dramatique et qui te fait prendre du recul. Donc c'était le top 6 de Maureen ? Ouais. Eh bien écoutez, on va également faire mon top 6 avec un film que Maureen a vu, je crois. Mon top 6, c'est The Whale de Darren Aronofsky, qui est officiellement le seul film d'Aronofsky que j'ai vu. Puisque je n'ai vu ni Requiem for a Dream, ni Mother, ni le film Black Swan. Ouais. Voilà, bon, ça c'est plus connu. Donc The Whale, qui est un film très étonnant qui avait été annoncé il y a quelques années, qui a mis longtemps à se faire et qui est sorti cette année avec Brendan Fraser dans le rôle principal. Pour faire très simple, Brendan Fraser, c'était vraiment une sorte de beau gosse du cinéma des années 90-2000 qui faisait des rôles d'aventurier sportif, beau gosse. Il a fait La Momie, il a fait Georges de la Jungle, etc. Et là, on le retrouve dans un personnage en obésité morbide plus, qui vit dans une sorte de communauté
communauté mormone, enfin pas un peu excentrée dans l'Amérique profonde, je crois que c'est à Salt Lake City, je sais plus exactement où c'est, qui vit tout seul depuis des années, qui n'est pas heureux, qui est complètement dépressif, qui noie sa dépression dans la boue, clairement, qui est homosexuel refoulé, enfin vraiment, genre, t'as l'impression que genre le personnage se hait et il est ultra mal. La seule relation quasiment qu'il a, c'est une dame qui l'aide, qui est devenue son amie, et sa fille qui passe de temps en temps, mais avec lequel il est complètement déconnecté. Et le film, il est déchirant, c'est une sorte de huis clos. Déjà, lui, il peut quasiment pas se déplacer dans son propre appartement, donc c'est quasiment que du dialogue. Clairement, il a pris beaucoup de poids, mais il y a évidemment des prothèses et des trucs qui ont été rajoutés pour augmenter, mais ça parle aussi, il y a clairement un truc méta de la déchéance de Brendan Fraser qui lui-même a pris énormément de poids au cours des années et qui a fait lui-même dépression. Et puis il a eu des gros soucis de santé, je crois. Il a eu des gros soucis de santé, ouais. Il a avoué qu'il avait été agressé sexuellement sur un tournage par un autre homme, donc voilà, il y a vraiment un propos méta de le personnage, c'est aussi l'acteur, quoi. Et Brendan Fraser, si comme moi vous avez grandi dans les années 90 ou 2000, vous l'avez vu dans des films en mode le beau gosse, Hollywood, machin et tout. La momie, quoi. La momie, voilà. Et maintenant tu vois ça, il y a un côté un peu de déchéance, en même temps c'est touchant, il y a la relation père-fille et tout. C'est un très beau film, j'avais jamais vu d'Aronofsky, c'est clairement moins too much que ce qu'on m'a raconté des autres films. Oh, il est sobre, hein, celui-ci, je pense. Celui-là, à mon avis, est plus sobre. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un film, faut s'y confronter quand même. Enfin, tu vois, faut être dans un mood faut être prêt à y aller, quoi. Faut pas y aller quand ça va pas. Ouais, c'est ça. Clairement. Et ben c'est parti, donc on va juste faire une petite interruption pour nous faire notre flop, qui sera le milieu de cette vidéo et qui sera notre flop 2. Le premier, il y a un film que j'ai vu cette année qui s'appelle The Pod Génération. Ah oui, mais t'en as parlé dans une émission, non? Ah bon? Alors en fait, vous allez voir, ça me fait un peu de peine parce que jour de fête, le distributeur, ils sont très très gentils. Et moi, je les aime bien, ils sont très gentils. Du coup, ça faisait de la peine parce que leur film, il a floppé de fou. Mais donc, on découvre Emilia Clarke, qui est donc Daenerys Targaryen. Ah oui, il y a Emilia Clarke quand même Oui, dedans. Il y a Emilia Clarke. Le gars, je sais comment il s'appelle, mais je l'ai vu dans d'autres films. Et donc on est dans une société qui ressemble à notre société, mais légèrement dans le futur quand même, avec de la technologie extrêmement poussée, où la technologie a fait que les femmes peuvent maintenant, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, les couples, ou les gens seuls, on s'en fout, peuvent désormais faire des enfants à l'aide d'un pod. Donc c'est le truc rond que vous avez découvert dans la bande-annonce, une espèce d'œuf qui pourrait être un truc Apple, c'est genre dans l'esthétique. L'œuf sera fécondé et il va se développer à l'intérieur de ce pod, qui veut dire s'affranchir du côté c'est la femme qui porte l'enfant, machin. Ok. La femme comme ça, elle peut continuer de bosser. Ça ressemble à un Black Mirror. Oui, voilà, on dirait que c'est un mauvais Black Mirror du coup? Un Black Mirror. Mais c'est clairement en dessous parce que au final, tu imagines exactement tout ce que ça peut amener comme sujet. C'est-à-dire le rapport avec la nature, avec ce qu'on nous donne au départ et qui est inhérent à l'être humain, c'est-à-dire la femme procrée, machin. Les dynamiques de couple, évidemment. Et le rapport à la nature assez globalement, puisque moi, c'est ça que j'ai pas aimé dans le film, c'est que donc t'as deux personnages, t'as elle qui est un peu businesswoman dans son taf, et lui, il est connecté à la nature, tu vois. C'est-à-dire que c'est un botaniste, il met la main dans la terre, donc c'est un peu l'antithèse. Et c'est une société où en fait ils vivent tous dans des villes et ils ont plus de vraies plantes, tu vois. Genre ils vont plus à la campagne, ils ont des trucs en hologramme et tout. Et donc c'est hyper cliché, c'est hyper honnêtement, il y a rien qui va, mais il y a des trucs que je trouvais très problématiques dans les comportements de l'un et l'autre, puisque on s'en fout, je m'en fous de spoiler, honnêtement. Ils sont américains. J'ai pas aimé le film. Mais les flops, on a le droit de spoiler ou pas? En fait, en gros, lui, du coup, évidemment, comme il a les mains dans la terre, bah il est pas pour. Tu vois, c'est vraiment ça. Et donc elle se dit quand même et tout, ça pourrait être pas mal. Et donc elle y va et elle prend un œuf sans le consentement du gars. Et en fait lui se prend au jeu entre guillemets, finalement il est content et voilà. Jusqu'au jour où il se rend compte que la société qui produit l'œuf veut pas, à des conditions pour la restitution de l'œuf qui sert juste en fait de réceptacle et qui n'est pas l'enfant. Ok. Et donc il y a un moment il se barre avec le truc, il respecte pas les règles d'incubation dans le machin. C'est un Gremlins en fait. En fait on est sur un truc mais qui part dans tous les sens, ça dure 2 heures et franchement ressenti 6 heures. Enfin c'est hyper long.
C'est hyper long, c'est pas bien écrit. Ils ont tous des remarques. Ils sont censés être dans une société futuriste, mais en fait, c'est très rétrograde, je trouve, dans la manière d'écrire les personnages. Donc c'est chiant, honnêtement. Ok. Mais c'était long. Donc The Voilà. Pod Generation, qui est le quasi-pire de Maureen, comme on dit. Mon quasi-pire, je l'ai vu. Je sais pas si Maureen, tu l'as vu. Il est sorti sur Amazon Prime. Il est récent. Un désastre. C'est un désastre, ce film. Alors j'ai vu des images, mais j'ai pas été le C'est voir. un désastre. Il s'appelle Sentinelle avec Jonathan Cohen. Et je ne vais pas me faire des amis. Je suis désolé, je sais que beaucoup de gens l'ont vu récemment parce qu'il est sorti. Il a fait un peu de bruit sur Amazon Prime. Ce film est un désastre absolu. Mais genre vraiment, c'est un mélange entre tout ce que vous connaissez de Jonathan Cohen à l'identique et Double Zéro. Je sais pas si tu connais ce film avec Eric Judor et Ramzy oui. Bedia, D'accord. qui est une parodie de film d'espionnage. Et en gros, il est flic à La Réunion. Et il est mis en poste par les politiques parce qu'il est nul. Et comme c'est un gros nul, et bah du coup, il le laisse en poste parce qu'il ferme les yeux sur tout vu qu'il se rend compte de rien. Et à côté de ça, c'est une sorte de chanteur raté qui a fait un tube il y a plusieurs années. Il s'appelle le Kiki ou un truc comme ça, mais c'est clairement Francky Vincent, quoi. Et depuis, il a sorti 13 albums ou 10 albums qui flopent complètement. Et lui, en fait, il expédie son boulot de flic parce qu'il en a rien à foutre pour faire ses trucs de clips et de chansons et machin ringards qui marchent pas du tout. Sauf qu'en fait, c'est ultra balourd, genre vraiment, c'est que du gag, mais du gag lourdingue, quasiment tout le temps, mais hyper bien produit parce que bah, c'est Amazon, donc il y a du budget de ouf, il y a de l'acting de ouf, il y a des décors de ouf et tout. Mais honnêtement, il y a beaucoup d'impro, je pense, et du coup il y a vraiment des fois où tu te dis mais est-ce que le film a un scénario ou est-ce qu'ils font juste les débiles dans des scènes qui s'enchaînent et genre vraiment Le film à sketch, quoi. ah ouais, mais même pas à sketch parce que il y a des scènes marrantes, il y a 2-3 trucs où j'ai rigolé nerveusement. Vraiment, moi, je l'ai vu là il y a quelques jours, histoire de me dire je vais passer un bon moment, ça dure 1h30 et tout. Je me suis forcé à le finir. Je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de regarder. Raphaël Quenard est pas mal dedans, c'est un des seuls trucs. Mais sinon, franchement, quasiment tout est raté. Et en fait, ça reprend plein de vannes que vous avez vues dans La Tour Montparnasse Infernale, dans Double Zéro, dans des films comme ça, un peu burlesques, un peu débiles. Et ça en fait un gloubi-boulga, mais il y a Jonathan Cohen et du budget, quoi. Alors, moi, c'est vraiment déception et j'ai vraiment mis une note pas ouf sur Letterboxd. Je vais te dire second tour de Dupontel. Ah merde, moi je l'ai pas senti celui-là, tu vois, je suis content de pas être allé le voir. Alors, en fait, c'est pas... Je sais pas si c'est le pire film que j'ai vu cette année, mais en fait, c'est que moi, Dupontel, je suis plutôt... j'aime plutôt bien, tu vois, ces films. Carrément même. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant, tu vois, que j'ai plaisir à aller voir ce qu'il fait. Et genre là, vraiment, j'ai trouvé ça, mais vraiment pas bien, quoi. Mais tu vois, genre, je trouve que tu vois, il y a toujours une dimension un peu chez Dupontel qui est presque un peu qui est proche de Jean-Pierre Jeunet, tu vois. Ouais. Après, je pense à ça aussi parce que je vois la photo. Mais même dans le ton et dans ce que ça raconte, il y a un côté un peu poétique, enfantin, je sais pas comment dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Sauf que du coup, Dupontel, il a un peu ce côté-là. Quand il est sur des œuvres genre Au revoir là-haut, ça fonctionne. Parce moi, qu'il y a c'est un de une mes films poésie. préférés, Il y a une poésie, mais qui va avec l'histoire. Que là, il essaye de te raconter un conte politique. Et en fait, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, on sait que Dupontel, il est quand même assez radical dans ses avis. Enfin, il est politiquement très marqué et plutôt sans trop de concessions, si tu veux. Mais genre là, je trouve qu'en faisant ça, en adoucissant un petit peu les bords, en le transformant en un conte, machin, dans le délire, ben, je trouve qu'il devient hyper consensuel. Ok. Et du coup, c'est anti-Dupontel pour moi. C'est vraiment anti ce qu'il peut faire. Alors juste pour pitcher un tout petit peu le film, on voit là défiler. Donc c'est avec Cécile de France, avec son acteur qui est l'éternel second couteau, mais qui est super, dont j'ai déjà oublié le nom. Et avec Albert Dupontel lui-même. En fait, c'est des journalistes qui étaient à la base à la rubrique football et qui se sont retrouvés à couvrir la campagne d'un candidat à la présidentielle. Sauf qu'ils vont découvrir un truc un peu louche sur ce candidat à la présidentielle. Ils se disent, est-ce que ce ne serait pas une taupe, tu vois, c'est-à-dire un mec qui se présente, mais qui a en fait des idéaux totalement contraires de ce pourquoi il se présente. Le pitch est pas trop mal en plus. Ouais, ils essayent de prouver qu'ils pensent pas à ce qu'il dit. Bah, ils essayent de comprendre ce gars, tu vois, de voir sa vérité. Autant l'introduction du film, t'es happé, tu vois, tu te dis, il peut se passer quelque chose. Et après, ça prend une toute autre direction. On s'éloigne de l'aspect politique du truc de plus en plus. Ça devient pour finir sur un truc, une histoire basique, romancée, vraiment pas ouf. Et moi, je suis sortie de là, j'ai dit,
mais qu'est-ce qu'on a voulu me raconter, quoi? Enfin, genre vraiment, c'était vraiment pas dingue. Et si ça n'avait pas été du Dupontel, ça aurait été la même chose. C'est vraiment pas un bon film. Ok. Alors, en plus de ça, l'esthétique, bon, vous l'aurez remarqué, mais je trouve que ça se veut un peu grossier, parodique. Mais du coup, ça fonctionne pas, on n'y croit pas du tout. Tu vois, sur la manière... Ça a l'air cliché, ouais, de la façon dont c'est montré. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça extrêmement cliché. En fait, j'ai l'impression que c'est un film de boomer. Et bah écoutez, c'est dit, voilà, et on va finir Et pour blanc. l'ultime flop qui ne va étonner personne. C'est évidemment l'Astérix, enfin évidemment, Astérix l'Empire du Milieu, qui n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on vous dira. J'ai hésité à mettre Sentinelle vraiment flop de l'année. Je mets celui-là parce que pour moi, ce qui définit les deux, c'est qu'en plus celui-là, il est sorti en salle en faisant un battage médiatique, en comparant, en disant regardez, il va être un peu comme Mission Cléopâtre, vous inquiétez pas. Surtout que Mission Cléopâtre est sortie en version restaurée cet été. Ouais, il y a eu ça en plus. Celui-là, il a quand même eu un des plus gros budgets du cinéma français. Et en plus de ça, j'ajouterais à ça que ce film-là se paye quand même le luxe d'avoir une actrice qui ne sait pas jouer. Mais genre vraiment, il y en a vraiment une. Oui, la Il princesse. y en a vraiment une, elle est aux fraises, mais genre, on dirait que c'est une vanne du film de mettre quelqu'un qui joue à côté. La princesse. Ah ouais, non, mais j'ai trouvé ça dramatique. Je sais pas, ça m'a pas tant que ça choqué, je crois, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait remarquer, ou alors elle était complètement à côté. mais je ne sais globalement, pas. ça joue pas très juste. Hein. Moi, j'ai trouvé que le duo Astérix-Obélix, c'était pas si pire. Ouais. C'est tout l'entourage. Mais Il y a trop de guest stars partout. Regardez, on a Big Flo Oli, puis regardez, on a Zlatan, puis regardez, on a McFly et Carlito, puis regardez, on a bon, il y a pas Squeezie, mais vous avez compris le principe. C'est juste un enchaînement de scénettes. Idéfix, c'est bien. Il y a des trucs marrants, tout n'est pas raté. Je trouve que honnêtement la reconstitution elle est hyper bien. Les batailles sont bien, bien. Même. Elles sont bien faites, elles sont incroyables. On se dit putain, on est en train de voir un film français là. Mais alors par contre, too much, ça part dans tous les sens, il y a aucune cohérence. Tu sais pas pourquoi ils vont dans tel ou tel endroit. À part qu'ils se disent, regardez tel personnage, serait marrant qu'il soit à tel endroit pour dire cette phrase là. Genre par exemple, il faut qu'Orelsan soit un marin pour dire, au pire, je crois que la Terre est ronde, tu vois. Donc on va le mettre dans un port. Il y a vraiment un enchaînement de trucs. Et à la fin, tu fais. Guillaume Canet, en plus, qui dans les médias, a dit allez voir mon film si vous voulez sauver le cinéma français, machin. Ah ouais. Non, mais c'est bon quoi. Commence par faire un truc. Ouais. Après, je trouve que comme film familial, voilà, si vous y allez avec les grands-parents, les petits-enfants, machin, tu passes pas un mauvais moment. Pour moi, c'est pas une purge. Genre, j'ai pas eu envie de sortir de la salle, machin. C'est juste moi, que. j'ai pas trouvé ça bon, vraiment. J'ai trouvé ça ou juste ok tiers, voire mauvais. Et je me dis pour un film qui a autant de budget, qui a été autant mis en avant et tout, c'était quand même un pari raté. Il y a 2-3 trucs à sauver. Je pense qu'en vrai, il est moins pire que les Jeux Olympiques. Vous pouvez le voir une fois. Je vous dirais pas fuyez, le voyez même pas une fois. Si, voyez-le une fois si vous payez pas pour le voir et vous faites-vous un avis. Je sais qu'il a cartonné à l'étranger. Mais honnêtement, voilà, moi ça reste mon flop. J'ai hésité avec Sentinelle. Mais alors celui-là, en plus, il a le côté budget démesuré où tu ressors de ça, tu fais mais ça pour ça quoi. Est-ce qu'on revient au top ? On revient au top. Allez, c'était nos flops. Nos flops et on revient au top pour les 5 premiers de chacun. C'est ton 5e. Alors, on part sur de l'animation. Le 5e, pour moi, c'est Marcel le Coquillage. Ah, on en a déjà parlé ici. Ouais. Et sa chaussure. Et ses chaussures. Et ses chaussures. C'est les mêmes studios qui ont produit The Whale que Marcel le Coquillage, c'est-à-dire les studios indépendants américains A24. Et ils sont assez... honnêtement, ils produisent des choses... Bah, ils ont produit Everything Everywhere All At Once, tu vois. Ouais. C'est quand même... Ils sont dans une vibe de changement. Qui est plutôt stylée, c'est-à-dire... assez éclectique, ils vont explorer plein de genres, ils vont voilà et surtout ils sont assez ambitieux parce que Marcel le Coquillage honnêtement c'est quand même un délire. Ça te fait rire? Non mais rien que le nom Marcel le Coquillage avec des chaussures. Non mais c'est merveilleux. On dirait que genre c'est un petit qui a trouvé le nom et qui va absolument qui est avec des chaussures dans le. Ouais non mais c'est vrai, avec des chaussures entre parenthèses. Le coquillage qu'elle bouleverse. Non mais ça a l'air vraiment hyper bien. Pour expliquer l'histoire de Marcel, alors déjà juste ce n'est pas un film exactement pour enfants. Ça peut être accessible je dirais à partir de 8 ans à peu près, tu vois. Mais par contre c'est clairement quelqu'un comme toi et moi d'adulte. On comprend que c'est un grand film existentialiste, tu vois, et philosophique. C'est-à-dire qu'un coquillage, donc son histoire, ce coquillage-là, c'est qu'il habite, il parle déjà, il a des chaussures, et il habite dans une maison au début du film avec sa grand-mère, coquillage aussi, et il parle avec une toute petite voix comme ça, et il est trop mignon. Ah oui, il parle, je me rappelle plus. Il parle. Il y a un réalisateur qui vient dans cette maison-là en mode Airbnb, squat. Et en fait, comme il squatte en mode Airbnb, il se rend compte qu'il y a ce fameux coquillage qui parle,
tout à fait normal pour le réalisateur. On est Ouais. dans un monde un peu fantastique. Et il se met à le filmer. Et du coup, comme il le filme, il va se mettre à raconter son histoire et surtout une tragédie qui lui est arrivée. C'est-à-dire qu'avant, il vivait tranquillement dans la maison avec les anciens propriétaires de la maison. Sauf qu'un jour, il y a les anciens propriétaires qui se sont disputés et il a perdu l'intégralité de sa famille de coquillages. Wow, ok. Donc ça tombe sur, hormis sa grand-mère. Donc il est tout seul avec sa grand-mère, mais ça lui manque en fait. Après, forcément, le réalisateur se rend compte de ça et se dit mais attends, mais moi je peux t'aider à les retrouver, tu vois, il y a peut-être moyen. Et donc il commence à partager, d'où le truc du stream et de machin, à partager l'histoire de Marcel sur les réseaux sociaux. Donc là, à ce moment-là, il y a tout un C'est truc. barré de ouf. Mais c'est ultra barré, c'est donc trop il y a bien. un truc qui part après sur comment est-ce que on exploite un petit peu, comment est-ce que les réseaux sociaux s'emballent autour d'histoires comme celle-ci, tu vois. Ok. Ça pourrait être un humain, ce serait pareil. Ça me donne grave envie de le voir. Ok. Et donc c'est un vrai film philosophico-poétique qui t'apprend plein de trucs et qui est au-delà de ça, très très beau. C'est un mixte de plusieurs techniques. Il y a de l'animation, c'est du stop motion Ok. essentiellement, et qui est mixé avec de la prise de vue réelle, donc de l'enregistrement de notre réalité, quoi. Et alors, chialade assurée, hein. Moi j'ai chialé. J'ai Ok. chialé pendant... Le film il fait 1h30, j'ai chialé pendant... Allez, je lui ai laissé une demi-heure à s'installer, puis pendant 1 heure après j'étais détruite. Ça m'a brisé. Pardon, Donc, c'est méchant. de quoi? J'étais en train de me marrer. Toi, tu Mais fais, oh, non, je vais mais- pleurer. Moi, Mais non, mais c'est vrai, tu vois. Bah, après, moi Ok. je suis faible hein, sur les films, ça peut aller très vite. Et il y a plein de bonnes idées aussi, parce que forcément, c'est un petit coquillage qui vit dans un monde d'êtres humains, donc tout est grand autour de lui. Moi, j'adore. Hein. Vraiment, le pitch, je trouve ça Donc incroyable. voilà, il y a tout un truc, il est mignon, et des fois il est un peu antipathique sur certaines choses, mais Tu as foncez. déjà juste le fait que tu aies proposé cette phrase de des fois il est un petit peu antipathique, le coquillage, tu vois, c'est-à-dire que t'as réussi à rentrer dans le truc, quoi. Parce Non, que tu mais- pourrais te dire non, tu rentres jamais dedans, ça reste un sketch YouTube, tu vois, mais non. Non, et d'ailleurs ça a été avant des formats courts, je crois, sur le web, il me semble. Il Ok. y avait des petits épisodes et il a décidé Mais de ça a l'air de transformer en long. fonctionner grave en tout cas. Mais c'est sublime. Bon, j'ai envie Franchement, de- regardez-le si vous avez l'occasion, parce que vous verrez rien d'autre comme ça. Oui, Et c'est d'une beauté. C'est vraiment un plaisir. Tu pleures, mais t'es heureux en même temps. Je sais pas comment dire, mais Ok. c'est un plaisir mélancolique. C'est un truc. c'est Voilà. Et c'est que ton top 5. Mais alors là, C'est moi, mon je 5, ouais. Can't wait pour la suite. Donc Ouais. c'était le top 5 de Maureen qui s'appelle J'ai envie de Marseille, le le revoir. coquillage, entre parenthèses, avec des chaussures. Oui, avec C'est- ses chaussures. Avec tes chaussures, c'est vraiment son vrai nom. Ok, bah pour rester dans la chialade, voici mon top 5. Je verrai toujours vos visages, donc qui est un film français slash social, puisque on est très fort à ça, un peu comme les Anglais, pour des trucs différents, mais voilà, en France, on est particulièrement fort sur ça, qui part d'un sujet vraiment très spécifique, qu'on appelle la justice réparatrice, La restaurative. restaurative, Ouais. qui est en gros un mélange entre des bénévoles et des gens qui sont sur une fin de peine aménagée et qui viennent volontairement, souvent dans le cadre carcéral, proposer des dialogues entre des gens qui ont été victimes Ouais. de délits Ouais. et des gens qui ont commis des délits. Ouais. Et en fait, en gros, c'est une sorte de dialogue entre dès qu'ils se sont retrouvés enfermés pour ces délits, des gens qui ont vécu ces trucs-là, et c'est censé pallier à un manque qu'il y a dans les tribunaux, etc. De on n'a pas pu en parler, on n'a pas pu dire ce qu'on ressentait, on n'a pas pu dire ce qu'on vivait. En fait, il y a tout un truc, c'est clairement un mixte entre effectivement de la justice et de la psychologie Ouais, c'est aussi. Parce que bah, et puis il n'y a pas de rencontre en fait possible autrement. Il n'y a pas de compréhension possible sans ce dispositif-là. C'est ça. Entre victimes et ceux qui commettent, quoi. Donc. Il y a un côté un peu de déconstruire les trucs et sortir du t'es méchant, t'as fait ça, t'es puni, Exactement. et toi t'es gentil, t'es une victime et t'es triste. Et il y a un peu ce truc-là de... C'est vachement dans l'optique de... On va pas se mentir, il y a un sous-texte absolu de prison à vie et tuer quelqu'un, ça sert à rien. Clairement, c'est ça, Exactement. c'est ça complètement le sous-texte. Et si vous êtes contre ça, ben malheureusement, le film vous parlera peut-être pas. Mais vraiment, je trouve qu'il a un propos qui est super bien. Tu sens qu'il a été fait avec des vrais professionnels sociaux du milieu des assistantes. Mais il y a des juges, pas des juges, mais il y a des médiateurs, en fait, des sortes de médiateurs. Ouais. Qu'on voit aussi qu'est-ce que c'est être médiateur. Leur petite réunion où ils mangent des
gâteaux entre les trucs. Voilà, c'est vraiment un film social terre-à-terre français avec les trajets en bagnole, les cercles de parole dans une prison, un peu comme on voit aux États-Unis, les cercles de parole dans les églises avec des chaises en rond et puis les gens disent ce qu'ils ressentent. Le casting est super bien. Genre Fred Testo, tu t'attends pas à le voir dans un truc Alain. Gilles Lelouch, il est pas si mal. Léla Becti, elle est très bien aussi. Adèle, elle est très... Moi j'aime beaucoup Adèle, ça joue très très bien. Il y a Raphaël Quenard dans un tout petit rôle, je vous en dis pas plus. Mais voilà, il y a un casting 3 étoiles en vrai. Et le film, il est bien, c'est sans prétention. C'est un film social qui nous prend pas du tout de haut, j'ai trouvé. Et qui le fait vraiment en finesse et tout. Je sais plus, c'est une réalisatrice, il me semble. Ouais, c'est Jeanne Herry, c'est la fille de Miu Miu qui est là. Oui. Et de Julien Clerc, si je dis pas de bêtises. Ok. Ouais. Et il y a Denis Ponalides aussi, Ouais. il y a plein un super casting. Maureen, c'est un film que t'as aimé aussi. Écoute, je peux enchaîner parce que c'est mon 4e film. Ah, et c'est mon 4. Ah bah c'est rigolo, tu vois, on n'en avait pas beaucoup parlé pourtant. Non, et en fait je l'ai découvert très récemment. Moi je l'ai découvert en décalé de sa sortie et je me suis dit tiens, faut que je le rattrape. En fait j'y allais en ayant un peu peur de ce que j'allais voir, parce que j'avais... Honnêtement, moi des fois le drame français qui est dans un ton très lourd. T'avais peur que ça soit un police bis ou un... Oh bah j'avais surtout peur que ça aille un peu loin et que ce soit un tire-larme, tu sais. Que ça fasse exprès d'aller chercher ta corde sensible et qu'au final ça manque de réalisme. Voilà pourquoi je l'ai tué, vous voulez m'entendre? Non mais ça a été un peu grandiloquent, un peu facile, qui ils te mettent des violons et c'est bon, tu vois, l'affaire est pliée. Alors que je trouve que c'est un film qui se pose vraiment comme un hommage à ce dispositif-là et qui est très sobre et très... Moi, honnêtement, j'ai pleuré quand même, hein, soyons d'accord. Parce que franchement, il y a des témoignages. Ils construisent aussi des personnages, ça c'est dû aux acteurs, hein, qui sont vraiment assez exceptionnels dans le film. C'est vraiment une partition d'acteurs parce que la caméra, elle est sur cadre fixe quasiment. Il y a quelques scènes où il y a 2-3 mouvements, mais honnêtement, c'est un face caméra et c'est des dialogues qui sont assez longs, je crois, par plan. Donc c'est vraiment un travail d'acteur. J'ai trouvé que c'était d'une justesse assez folle, c'est pour ça que je l'ai mis en 4e. Enfin, c'est pas mon genre de film initialement. J'aime bien les sujets intéressants, le sujet est extrêmement intéressant. J'ai trouvé que là, tout était extrêmement juste, et juste pour ça, je me dis, c'est hyper réussi. C'est super intéressant en tout cas, et c'est rigolo, nos tops se recoupent. Oui. Puisque si je peux passer à mon 4e, bien sûr. Eh bien mon 4e c'était Yannick, voilà. Donc je vous ai déjà dit en partie ce que j'en pensais. Je préciserai juste que c'est pas du tout mon Dupieux préféré, c'est peut-être même pas dans mon top, mais que je l'ai trouvé très intéressant pour autant et très cool, et que je l'ai trouvé finalement assez triste. Ça fait partie des... Pour moi il y a les Dupieux que drôles, et il y a les Dupieux drôles mais avec en fait un fond tristoun quoi. Et celui-là il est plutôt dans ceux-là. Effectivement, j'ai pas envie d'en dire trop parce que le film est déjà très court, donc si en plus on vous spoil un peu le fonctionnement et tout, mais Yannick très intéressant, il m'a fait quand même re-aimer Raphaël Quenard alors que j'avais un peu du mal avec... En fait au début je crois qu'il singeait une voix mi-cité, mi-campagne, un peu cliché, et en fait non, il parle vraiment comme ça. Et pour le coup c'est une proposition assez inédite dans le cinéma français, mais voilà. Mon top 4, du coup, c'est Yannick, dont on a déjà parlé. C'est juste que je l'ai placé un peu plus haut que Maureen, et j'ai placé un peu plus bas. Je verrai toujours vos visages que Maureen avait placé un peu plus haut. Donc finalement, ça se recoupe. J'ai donc fini. Mon 4e, on reparlera pas de Yannick en détail. On va passer maintenant au tant attendu top 3 de Maureen. On va rester sur le podium. Top 3 2023. Mon 3e film est sorti le 27 décembre, donc j'ai bien de la chance. Et c'est un autre film d'animation qui m'a brisé, qui s'appelle Mon ami robot. Oh là là, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air trop bien. Oh là je vois très bien ce que mais c'est. mon Dieu, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, vous allez voir l'esthétique. Il y a presque un petit côté Rick et Morty. C'est genre un trait de dessin d'animation qui est extrêmement simple, très graphique, avec des contours un peu gros, noirs, autour des personnages et des objets et tout ça. Et alors, le pitch du film, vous pouvez pas emmener genre votre petit cousin avec vous, quoi. Il y a un côté, c'est accessible très tôt, mais il y a un propos qui est quand même extrêmement adulte. Et encore une fois, c'est un peu comme Marcel dans le ton, c'est-à-dire qu'il y a un truc hyper existentialiste et très universel. Alors déjà, il n'y a pas de dialogue. Ok. Ce n'est que des sons, donc il y a de la musique, dont une musique qui est extrêmement importante dans le film, qui est September de Earth, Wind and Fire. Oui, elle est dans la bande-annonce. Et le pitch, pour vous raconter, on est dans un monde... Alors, les humains, on va dire, sont en fait des animaux. C'est hyper dur à expliquer. Oui, mais comme dans BoJack Horseman et tout. Exactement, voilà. C'est des trucs pas anthropomorphiques. Ouais, il y a un nom.
Mais du coup, là, donc on est avec un chien qui vit seul. Et en fait, ce qui fait le trait de son personnage, en tout cas quand on le découvre, il vit très mal cette solitude-là. Bon, déjà, première, moi je suis déjà brisée, hein. Désolée, Ok. mais c'est Voilà. c'est déjà fini pour moi, hein. Et donc, il décide de commander, parce que on est un peu dans le futur. Et il commande un robot qui est voué être son ami, quoi. Mais arrive un drame qui va faire qu'ils vont être éloignés pendant un temps, quoi. Vraiment, foncez voir ce film parce que c'est un petit bijou d'animation. Et ce réalisateur, qui vient pas du tout, c'est pas un réalisateur d'animation, il avait fait un super film aussi que je vous conseille. C'est une version en muette en noir et blanc, c'est pas du tout vendeur, c'est un réalisateur espagnol de Blanche-Neige qui s'appelait Blancanieves, mais c'était sublime aussi, tu vois, vraiment. C'est un C'était réalisateur espagnol? un réalisateur espagnol, ouais. Ok. Et donc, vraiment pareil, c'était un film, je pense que c'est quelqu'un qui croit au sans dialogue, c'est-à-dire faire comprendre par l'image et Ok. tout. Quelque chose que je respecte immensément, tu vois, de pas utiliser le dialogue Mais de pour faire réussir à faire comprendre des comprendre choses. tout ça sans Ouais. écrire des dialogues, quoi. Et puis là, enfin vraiment, il arrive à créer de l'attachement avec les personnages, alors qu'on parle quand même de 3 traits, tu vois, de crayon. Enfin, c'est d'une beauté. Ça a En l'air plus, très t'es à bien. New York, tu vois, genre il y a un côté, c'est hyper sympa, tu vois, l'ambiance new-yorkaise comme ça, animée, c'est hyper chouette. Donc moi, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Ça m'a détruite, hein. Je peux pas le cacher, ça m'a brisé. C'est beaucoup trop bien. Ok, mon ami Robot, qui était le top 3 de Maureen, la médaille de bronze pour Ouais. l'année 2023 qu'il a eu sur le tard. On va passer à ma médaille de bronze pour le 3e. Alors, je vais parler du film qui s'appelle Une affaire d'honneur de Vincent Pérez, qui est sorti il y a quelques semaines à peine. Putain, je Et m'attendais que pas. j'ai vu, bah oui, mais du coup, je l'avais pas spoilé, que j'ai vu il y a quelques jours à peine, et que j'ai adoré. Genre, vraiment, j'ai trouvé très, très, très bien. C'est un film d'époque qui se passe à la fin du 19e siècle, juste après. Alors, c'est pas un film de cap et d'épée, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est réalisé par Vincent Pérez, qui est un acteur très connu de films de cap et d'épée, qui a fait le remake du Bossu, Ouais. qui a fait La Reine Margot, Y a pas Fanfan aussi? il a fait Fanfan la Tulipe, Ouais. exactement, et qui a un excellent escrimeur. Et du coup, Ah ouais. il double, c'est lui qui fait toutes ces scènes d'escrime. Et donc Vincent Pérez, là, il passe derrière la caméra. Et que ce que raconte ce film? Donc ça se passe au 19e siècle, juste après les guerres napoléoniennes. Et à cette époque, le duel est encore extrêmement fait en France, malgré qu'il soit interdit par la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un bafoue votre honneur, vous pouvez demander à sauver votre honneur en déclarant un duel à quelqu'un. Et donc ça peut être un duel à l'épée, un duel au sabre, un duel au pistolet, un duel, voilà. Et donc du coup, vous vous faites constater par un tribunal le fait que vous demandez le duel, vous avez des témoins, c'est très codifié. Si la personne accepte, vous réglez ça en duel. Un duel peut s'arrêter au premier sang, c'est-à-dire dès que l'un des deux est blessé, mais peut aussi se solder par la mort. Ouais, bah oui, bien sûr. Et donc le principe, c'est que Roche Dizem joue un maître d'armes très connu dans une salle d'escrime à Paris, et pour une histoire personnelle, décide pour une histoire un peu de vengeance, entre guillemets, de coacher une nana qui s'appelle, je ne sais plus comment son nom dans le film, mais qui est jouée par Doria Tillier, et qui est une militante féministe très en avance sur son temps, qui lutte pour que le pantalon puisse être porté par les femmes, et pour les droits des femmes en général. Et donc du coup, il a envie un peu qu'elle humilie les gens avec qui il s'est frité, et elle a envie de se battre avec eux, et eux ils veulent pas affronter une femme. Et donc du coup, il dit, moi je ne vais pas me battre contre vous parce que je suis trop fort, par contre je vais l'entraîner et elle va vous mettre une raclée. Et du coup ils acceptent le défi, et donc c'est cette histoire de filiation, d'entraînement, et c'est hyper bien joué. Roche Dizem, il est incroyable. Il y a Guillaume Gallienne qui joue très très bien, il y a Doria Tillier qui joue très très bien aussi, et Vincent Pérez qui joue vraiment le méchant de l'histoire. Il a toujours joué des rôles de jeune premier, beau gosse, sympa, et il joue un mec effroyable, hein, vraiment, genre vous allez le détester. Et le film il est super bien réalisé, c'est beau, la reconstitution historique elle est très bien, les relations des personnages on y croit, c'est vraiment très classe et tout, les combats sont super bien, c'est pas du tout cliché ou quoi, et vraiment super film. Ah ouais. Moi j'ai adoré, vraiment. Tu vois, moi j'avais vu la bande-annonce Et au au début, ouais. ciné et ça me faisait pas envie. En Plus fait, que moi j'avais ça. peur d'un truc de l'honneur, je dois sauver, Oui, tuer, un peu machin. premier C'est pas degré du tout ça. là. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment des questionnements sur qu'est-ce que la vengeance ou pas, qu'est-ce que l'honneur, à quel point c'est débile ou pas de mettre sa vie en jeu pour ça, mais dans une époque où les vies humaines, c'est pas la... Enfin, on sort des guerres napoléoniennes où il y a eu des centaines de milliers de morts, quoi. L'entraîneur d'escrime, c'est un ancien soldat qui s'est battu contre les Prussiens, donc il y a aussi tout son background. Super bien, super film. Aucune attente là-dessus, du coup j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, ma médaille de bronze qui arrivait vraiment, il est sorti le 27 décembre. Ok. Donc je l'ai vu vraiment quand il est sorti. Et c'est Une affaire d'honneur.
Voilà. Sympa. On va passer à la médaille d'argent de Maureen. On arrive sur la fin de ce top. Hein. Alors, mon number 2, c'est direction le Québec. C'est simple comme Sylvain, évidemment. Gros carton cette année, hein. Ça a grave marché. Simple comme Sylvain, c'est une comédie romantique, mais comme on en voit peu, en fait. Non, mais en vrai, c'est un peu prendre le contre-pied. Ça se joue des codes de la comédie romantique, mais ça va essayer de t'offrir une réflexion sur ça. C'est-à-dire comment ça se passe quand une nana rencontre un gars, alors qu'elle est déjà engagée, machin, etc. C'est quoi qui guide, entre guillemets, le désir vers le mec, tu vois. On est du point de vue féminin, bien sûr. Ouais, ça c'est aussi intéressant parce que souvent c'est hot, hein. La bande-annonce elle est hyper hot. Mais les comédies romantiques c'est pas toujours, c'est un peu téléphoné, tu sais ce qui va se passer et tout. Et là ça se joue exactement de ça. Et donc on va suivre l'histoire de l'actrice principale, du personnage principal, qui est en couple très engagé avec son mec depuis 10 ans. Enfin tu sens que c'est une relation de très longue date et qui est un peu qui végète un petit peu, tu vois. Ils s'entendent bien, ils ont une belle complicité, mais tu sens que c'est pas ouf. Et par la force des choses, elle va rencontrer un gars qui est plus simple qu'elle, puisqu'elle évolue dans les milieux intellectuels un peu universitaires, d'où le titre qui s'appelle Simple comme silence, que lui, en gros, il bosse en mode... il bosse le bois, tu vois. Il bosse le... Ouais. Il est un peu les mains dans le cambouis, quoi. Okay, tu vois. ouais, mais ça se joue de ça. C'est pas classiste, c'est pas en mode... Pas du tout. Okay. Et justement, ça se joue des clichés que tu peux associer. Ça te questionne, toi, spectateur, en disant, ok, donc ce personnage représente ça, qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qu'on peut en dire et tout. Et en fait, elle va évidemment se laisser guider par son désir qui lui dit va vers le beau gars qui rénove des maisons, tu vois. Ok. Elle sent qu'il y a un vrai truc avec ce mec. Et le film se questionne sur est-ce que ça peut mener à l'amour, tu vois, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est de s'engager vers quelqu'un d'autre et tout ça. Et surtout, est-ce que le désir peut construire une relation, tu vois. Et d'autant plus lorsque c'est deux personnes qui évoluent pas du tout dans les mêmes sphères sociales, qui n'ont pas du tout les mêmes projets dans la vie et tout ça. Donc ça va partir là-dessus et c'est très drôle, c'est extrêmement bien écrit, les dialogues sont... en plus t'as le charme de l'accent québécois qui franchement c'est assez exceptionnel. Et il y a un truc en plus aussi, c'est qu'il y a un jeu, il y a un casting hyper bon. Allez-y, foncez si vous voulez voir un peu une comédie, passer déjà un super moment. Franchement c'est hyper divertissant. Ouais, c'est une réalisatrice en plus, c'est Monia Choukri. Ouais, c'est une réalisatrice et franchement elle est allée au bout de sa proposition et c'est un plaisir ce film, c'est exceptionnel. Je pense que c'est un film que je pourrais revoir pour le coup. Ok. Plein de fois que je pourrais kiffer. Donc allez-y. Ok, bah c'était la médaille d'argent de Maureen. Donc son top 2 pour cette année. Je passe donc à mon top 2. Il y a marqué 2022 mais il est sorti en 2023 en France. Donc je me permets de le mettre dans ce top-là. The Fableman, qui est littéralement rien de moins que le biopic de Steven Spielberg. C'est vrai. Ce qui, rien que ça, je pense, justifie sa place dans le top. En tout cas, on aime beaucoup Steven Spielberg ici, même si on n'aime pas tout de lui. Il a quand même fait des chefs-d'œuvre. Et donc là, je pense que par contre, c'est un film qui nécessite de connaître un peu ce qu'il a fait. C'est pas un film accessible si tu connais pas du tout Steven Spielberg, je pense. Ah ouais, tu trouves ? Bah, ça explique les tout débuts, donc c'est pas forcément la version connue. Mais je pense que ça sera encore plus apprécié si vous avez les refs. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je trouve qu'on peut le voir comme un... Ouais, ça pourrait être un écrit, quoi. Ouais. Tu vois, ça pourrait être un roman. Ça pourrait être romancé. Après, c'est vrai que c'est toujours plus sympa de se dire que derrière, c'est une vraie histoire et que t'as forcément une accroche un peu plus émotionnelle quand tu sais que c'est le gars qui a fait Jurassic Park, qui a fait Les Dents de la Mer et tout, et que tu te dis oh. Il y a vraiment ce côté-là, pourquoi il a fait des films de guerre plus tard, sa fascination pour certaines scènes d'accidents, le côté famille aussi qui est très important dans l'œuvre de Spielberg, le côté enfance qui est très important dans... Ah, puis lui, enfant, mais méga coup de cœur pour l'acteur, le tout petit là. Ouais. Il est trop mignon, quoi. Mais je trouve que c'est très bien joué parce que le père aussi, Paul Dano, je le trouve incroyable. La mère aussi qui est un peu dépressive. Et moi je trouve que c'est un film sur le point de vue. J'aime bien le fait que plus le film avance, plus le point de vue du Steven Spielberg grandit et donc il voit plus les mêmes choses, tu vois ce que je veux dire ? Quand il est petit, il les voit par ses yeux d'enfant et après ça évolue quand il devient ado, jeune adulte et tout. Vraiment le film est super bien. Enfin, moi j'ai trouvé ça justement pas chic et choc pour reprendre cette expression. J'ai trouvé ça assez sobre par rapport à ce que ça aurait pu être et ce qu'il aurait pu se permettre de faire dans un film qui de toute façon va marcher un petit peu parce que c'est lui et parce qu'il parle de sa vie. Et finalement j'ai trouvé ça très réussi. Alors moi je l'ai mis top 2. Mais voilà, c'était ma médaille d'argent. On va donc passer
au film ultime de Maureen pour cette année 2023 à la médaille d'or. Alors moi, je suis absolument pas originale, puisque je vais suivre l'avis de nombreux gens. Et bah moi, c'est la Palme d'Or, hein. C'est Anatomie d'une chute. Ah bah mais je l'ai pas vu, donc j'ai pas pu le mettre. Numéro 1. Ok, bah ouais, non mais c'est... Pour moi, c'est une évidence. C'est logique. Tu vois, c'est vraiment, J'ai grave envie de le voir, hein. je trouve que ce film est parfait. Vraiment, Ok. je trouve qu'il n'y a aucune fausse note dans ce que ça veut dire. C'est un film très complexe avec beaucoup de nuances. Encore une fois, un film sur le judiciaire, sur la vérité, rien de moins que ça, tu vois. Parce que du coup, on va suivre... c'est une intrigue qui est très Hitchcockienne, tu vois, très classique. Un mec meurt... Il meurt de sa maison. Dans la maison, il y avait son fils, sa femme. Voilà, l'équation, elle est très simple, tu vois. Tu te dis, tout porte à croire que c'est sa femme qui l'a tué. Donc du coup, pendant le film, on va évidemment reconstituer un peu ce qui a fait ce moment-là, tu vois. Et après, ça va s'enchaîner sur... on va apprendre à connaître ce couple de parents, etc. On va apprendre à connaître le fils. Et on va suivre le procès. Et donc, on va apprendre à connaître ce couple petit à petit et à nous-mêmes essayer de se faire une version et de savoir si oui ou non elle est coupable, tu vois. On te propose de te mettre à la place un peu enfin, pas d'un témoin, mais d'un juge, quoi, tu vois. T'es un peu en mode, ok, voici telle version. Il y a la version que le fils raconte, il y a la version que construit la justice à travers les avocats, il y a la version de la femme, il y a la version du passé du couple, c'est-à-dire que tu vois des scènes où tu sens que le couple il était un peu... Et qui vont t'influencer du coup. Un peu fébrile, et qui vont t'influencer, et où tu vois le couple il s'engueulait sur des choses assez fondamentales de la dynamique de leur couple. C'est-à-dire que elle, c'est une autrice, une écrivaine à succès, et lui, c'est quelqu'un qui avait délaissé un peu sa réussite personnelle au profit de leur enfant. Donc tu sens que là aussi, il y a encore un truc de morale derrière, tu vois. Ce film, je l'ai trouvé, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est 1000 fois plus féministe que Barbie, tu vois. Mais alors ça, je pense qu'on va se le dire très régulièrement. Ah bah, c'est sûr. Parce que Barbie, il a le mérite d'exister pour les jeunes et pour faire du entre guillemets, fast-food que tout le monde va consommer, parce qu'il y en a qui ont vu qu'un film cette année, c'est ça. Ouais. C'est cool que ça existe, mais il y a infiniment mieux sur le sujet. Est-ce qu'on peut dire Anatomie d'une chute, le film dans lequel tout le monde joue extrêmement bien, même le chien? Exactement. Oui, c'est vrai qu'il y a le chien qui est très important. Donc le top 1 de Maureen, la Palme d'Or, qui est aussi sa médaille d'or. Et sans surprise finalement, parce que, enfin sans surprise, pour moi si, mais je veux dire, toi c'est logique dans le cheminement de ton année, tu l'as beaucoup aimé. En fait, pour le coup, je me suis dit, bah oui, c'est une Palme d'Or extrêmement méritée, quoi. J'ai mis un qui est même, alors pour vous dire, le niveau, c'est loin d'être le meilleur Scorsese. Je trouve très loin, mais je trouve quand même que c'est un très bon film. Donc voilà, Killer of the Flower Moon, que certains qualifieront de long et chiant, comme ça a pu être le cas pour Babylone, pour Oppenheimer, pour plein de films cette année qui ont dépassé la barre des 3 heures, qui n'est quand même pas anodin, qui est un film 3h26. Apple Productions, qui est un film qui sortira en version longue sur Apple TV, et dont on a vu, et dont on a vu la version courte au cinéma. Version courte de 3h28. En fait, fallait qu'il fasse une série, Scorsese. Oui, mais là, en fait, ça aurait dû être une série, je pense. Je dis rapidement ce que j'en ai pensé. Moi, je trouve que le mérite de ce film-là, c'est de prendre un sujet qui paraît être un non-sujet, qui paraît être un truc pas du tout connu. C'est l'inverse de ce qu'on pense. C'est-à-dire que nous, on pense aux Amérindiens opprimés, pauvres, et là, on est dans la petite poche de population où les Amérindiens étaient plus riches que les Blancs de prime abord, parce qu'ils avaient une rente, parce qu'ils possédaient des terres sur lesquelles il y avait des puits de pétrole immenses. Sauf que, en fait, l'homme blanc qui peut pas s'en empêcher gangrène complètement cette terre, leur verse certes des rentes, mais déjà les empoisonne à petit feu avec ses maladies, sa nourriture, l'alcool, etc., qui va créer du diabète, etc., etc. Mais surtout, qu'il y a une sorte d'impunité, que les riches blancs essayent de se marier avec des femmes de la tribu Osage, pas du gain et complètement en mode prédateur. Et deuxièmement, qu'il y a des meurtres littéralement d'Amérindiens pour choper des héritages, pour choper des... Et en fait, c'est vraiment hyper cynique et hyper glaçant, je trouve, comme postulat, parce que pendant tout le film, tu comprends en quelques minutes ce qui se passe, mais tu assistes à une espèce de chute totale de cette communauté et à une sorte de piège qui se referme pendant 3h20, tout en sachant pertinemment qui est gentil, entre guillemets,
et qui est en train de se foutre de leur gueule, et tout en assistant à tous les rouages du truc. Tout le monde permet ça en fait. Toute la société est axée autour du fait de dire ouais mais ça passe. Et en fait il y a un espèce de truc sous-jacent horrible qui est ouais mais bon c'est des Amérindiens tant pis quoi. Et je trouve ça vraiment horrible, et je trouve que c'est hyper couillu de la part de Scorsese qui a réécrit avec son cinéma toute une partie de l'histoire des États-Unis. Faire dans un de ses derniers films, au vu de son âge, je pense que c'est quand même, on peut peut-être pas le dernier, mais au moins un de ses derniers, et de traiter ce truc-là, qui est quand même une méga critique des colons blancs américains, de la faire avec DiCaprio en redneck débile, parce qu'il est quand même un peu débilos, on va pas se mentir, de le faire avec De Niro, qui est le grand-père sans scrupules, qui en a plus rien à faire. Le rôle de la nana qui joue sa femme amérindienne, je la trouve incroyable. Et puis, en fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un peu le réel, tout est normal. Et des fois, il y a des fulgurances de violence. Je pense notamment à une explosion à un moment, qui est genre extrêmement violente. Et je sais pas, moi, ok, il est long, il est imparfait, le découpage, il y a peut-être des trucs en trop, mais n'empêche, au final, je pense qu'il laisse pas indemne. Et moi, à l'échelle de mon année, c'est un des meilleurs que j'ai vu. C'est peut-être pas un des meilleurs Scorsese ni un des meilleurs de ma vie, mais je trouve, et jusque dans le rôle du flic du FBI, j'adore cet acteur, Jesse Plemons, je crois qu'il s'appelle, que j'ai vu dans Breaking Bad la première fois, que je vois de plus en plus de films, et je le trouve glaçant dans tous ses rôles, lui, j'adore ce mec. Et ben écoutez, voilà, moi je suis très content, on a réussi à rester dans les clous, on vous a fait un top 10 chacun avec uniquement, on a 2 films en fait qu'on a mis tous les deux et qui du coup se retrouvent. On a fait un flop 2, parce que voilà, faut pas déconner. C'était très cool, on espère que ça vous a permis peut-être de trouver des idées de trucs à voir ou ne pas voir si nos avis comptent pour vous. Et si vous étiez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, tout simplement partager la vidéo. Et puis bah écoutez, merci beaucoup. Maureen, t'avais un truc à rajouter que j'oublierais? Bah non, très cool, hein, on est chaud pour 2024. Plein de bons films, on espère. Trop cool. Et ben écoutez, on se dit rendez-vous en 2024. À bientôt sur de nouveaux projets. Ouais. Et c'était notre Top Flop 2023. Salut.